Aujourd'hui, on voit le métier de sound designer dans le jeu vidéo. On reçoit un directeur audio, donc il a travaillé sur NBA 2K10, Top Spin 4, Remember Me, NBA No, Strike Vector, Siberia, Lamerzone, Dun Spiceware, Asterix, The Little Big Adventure, Solasta 2 et plein d'autres. Donc c'est un poids lourd. On se reçoit aujourd'hui de l'audio dans le jeu vidéo. Une interview d'Antoine, c'est parti. Très bien, donc bienvenue les Under. Donc aujourd'hui on reçoit Antoine qui va nous parler son, donc qui est directeur audio. Il va nous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Donc bienvenue Antoine. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là. Super, moi aussi. Alors comme d'hab, je sais, je le dis à chaque fois, mais on s'est déjà croisé avec Antoine sur des parcours professionnels. Donc j'en profite pour inviter un max de gens que j'ai pu croiser au travers du parcours et du réseau. Mais ça fait extrêmement plaisir. Et puis à chaque fois, c'est quand même des poids lourds. Et là, on reçoit Antoine qui a contribué, qui a participé à beaucoup de titres. On va voir tout ça tranquillement. Mais comme d'habitude, sur la chaîne, on starte direct sur la partie gaming pour essayer déjà de comprendre et de déterminer quel gamer tu es en fait. Donc, première question, très classique. Alors, j'arrête de dire quel est le meilleur jeu de tous les temps, c'est fini, parce qu'en fait, tout le monde me dit c'est trop compliqué. Donc, j'ai reformulé la question. C'est si demain, tu devais passer 10 ans sur une île déserte, ok, que tu pouvais emmener qu'un seul jeu, qu'un seul titre, où tu pourrais jouer qu'à celui-ci, ce serait lequel et pourquoi? C'est une question compliquée pour moi, parce que je tombe quand même assez souvent, moi, amoureux de pas mal de choses artistiquement, et je papillonne beaucoup, donc c'est pas une question qui est simple, mais je vais dire le jeu fondamental un peu pour moi, le moment où vraiment je suis tombé amoureux du jeu vidéo, c'est Final Fantasy VII. Voilà. Donc je pense que c'est la première fois que je me prends une claque vidéoludique totale dans ma vie, c'est-à-dire les personnages, l'histoire, la musique, la profondeur émotionnelle, tout était là, et c'est vraiment quelque chose de super important. Donc je vais le mettre dans mon panthéon. Voilà. Super. Donc deuxième question. Quelle est la dernière barre? Alors, apparemment, t'en prends pas mal, mais du coup, quelle est la dernière barre, la dernière claque que t'as pu ressentir? Alors, c'est pas forcément un jeu récent, parce que souvent les gens me disent ouais, mais dans les récents, je sais pas. Non, la dernière barre, le dernier jeu qui t'a vraiment scotché, cloué. Alors, oui, et c'est à nouveau compliqué, mais je crois que je vais le dire Baldur's Gate 3 quand même, là, parce que déjà je trouve que le jeu est absolument incroyable, et en plus de ça, en tant que créateur, même finalement faire un jeu comme ça, c'est quelque chose de monstrueux, et voilà, j'ai pu un peu voir toutes les histoires qui se sont passées, discuter avec des gens de l'équipe, et c'est vraiment une vraie aventure de réussir à mettre un jeu comme ça sur pied, et donc ça fait deux bonnes raisons finalement de le mettre là. Voilà. Ok, Baldur's Gate 3. Et donc dans l'interview des recruteurs, j'avais reçu le recruteur qui a recruté toute la team en fait sur Baldur's Gate 3, donc c'est marrant. Il revient souvent en tout cas ce titre. Troisième question, là on parle de temps d'écran. Donc, quel serait ton top 3 ou top 4, parce que des fois c'est toujours dur, mais quels sont les 3 jeux sur lesquels tu as passé le plus de temps en termes de vraiment temps de jeu? C'est pareil, c'est un peu compliqué, c'est parce que je suis quelqu'un qui papillonne beaucoup. Donc, je vais avoir du mal à répondre à cette question, dans le sens où moi je suis quand même quelqu'un qui va prendre beaucoup de références. Surtout que au niveau de l'audio, du coup, je suis obligé de me nourrir vraiment beaucoup de plein de choses. Donc, j'ai pas vraiment envie de répondre précisément à cette question-là. Baldur, Final Fantasy, tout ça. Enfin, voilà, c'est des jeux finalement qui là prennent vraiment du temps d'écran. Zelda, des choses comme ça. Après, je suis plutôt moi à essayer d'aller découvrir beaucoup de choses. Je me sers aussi énormément de Twitch et de YouTube pour aller me faire des walkthroughs, nos commentaires et aller découvrir plein de petites choses. Et je suis plutôt comme ça à picorer, à essayer de comprendre comment les jeux sont faits. Donc finalement, et puis dès que je tombe sur des choses qui m'intéressent, à aller acheter le jeu, et là à passer du temps à décortiquer l'univers et à faire des choses. J'ai une approche aussi, à défaut de métier, très
technique et créative et à essayer d'aller vite dans les coulisses du truc et à comprendre les choses. Donc, je suis plutôt dans cette approche-là que dans une approche long terme à vraiment finalement m'attacher à un jeu. Et d'ailleurs, dès qu'un jeu commence à me vampiriser un peu trop, j'ai tendance à le détacher pour réussir à me redébloquer du temps. Donc, je suis un peu comme ça. Voilà. Mais carrément. Puis c'est vrai, je le dis souvent aussi, toi, t'as une famille, tout ça. Et c'est vrai que plus on vieillit, plus notre temps de jeu, il a tendance à réduire. Donc on va se concentrer sur on va picorer pour reprendre ton expression. Très bien. Super. Donc revenons à la source tout au début. Donc maintenant, parle-nous un petit peu de qui tu es, quel âge tu as, d'où tu viens, ton parcours d'enfance, ton parcours familial. Et la grande question, comme à chaque fois, c'était quoi la place du jeu vidéo, en tout cas la représentation du jeu vidéo dans ta famille. Voilà, je te laisse avec tout en bloc. Tu fais un petit résumé, un petit concentré. Mais ok. Écoute, là maintenant, j'ai 42 ans, donc je suis directeur audio. Ça, je pense qu'on développera un peu après le rôle, etc. Mais la place du jeu vidéo, c'est marrant parce que j'ai été dans une famille où il y a toujours eu une vraie place et où en même temps, il n'y a pas eu un vrai accompagnement, dans le sens où mes parents n'étaient pas particulièrement intéressés par le sujet. Mais par contre, il y a toujours eu possibilité d'avoir accès à ça parce que mon père m'a régulièrement amené des choses qui m'ont permis d'avoir accès au truc. Donc, le premier souvenir que j'ai, c'est, je sais pas si tu as eu cette expérience d'objet que tu as dans ta maison. Tu es trop petit pour comprendre ce que c'est, et puis tout d'un coup, en fait, tu comprends et tu t'y mets, enfin, tu vois la puissance de l'objet. C'était un petit Game & Watch, tu vois, qu'il y avait à l'intérieur du meuble. D'un meuble chez mes parents et tout d'un coup, je sais pas à un âge pourquoi il y a eu possibilité de mettre des piles là-dedans et de comprendre ce que c'était. Et là, j'ai eu mon premier jeu vidéo entre les mains et je me suis dit, tiens, ça c'était sous mes yeux depuis le début et c'est maintenant que je vois ce que c'est. Donc ça commence par ça. Et puis derrière, avec une console Atari, un Amiga 500. Donc j'ai eu quand même une possibilité assez jeune de jouer à pas mal de choses. Et l'Amiga, ça a été vraiment alors beaucoup de platformers, de choses comme ça, parce que pas encore de possibilité de faire des vraies sauvegardes. Mes premiers jeux de sport aussi, des kick-off, des machins comme ça. Donc voilà, et tout ça, ça a été c'est important. Ça faisait partie aussi de ma vie de pote et on commençait déjà à trouver des moments et de famille avec mes deux sœurs et avec des amis pour jouer autour de tout ça. Et puis Game Boy. Où là, je découvre tout l'univers Nintendo, mes premiers RPG, Secret of Mana, des machins, enfin voilà, tout ça qui était. Et puis à la fin, la PlayStation 1, que là, je me paye avec mes deniers en ayant travaillé pas mal de fois pendant les vacances. Et je me faisais des économies, je savais pas pourquoi. Et finalement, ça a été pour ça et pour découvrir FF7, justement, comme je te disais. Voilà, donc c'est à peu près ça le contexte familial. Ouais. Ok, cool. Donc, tu as évoqué que tu avais deux sœurs, des femmes, des filles, hein, féminins. Donc, il y avait aussi ce côté gaming chez elles aussitôt, parce que souvent, la mauvaise approche, en tout cas, il y a des idées reçues où en fait les filles jouaient pas au jeu, même dans les années un petit peu antérieures. Toi, il y avait aussi un côté gaming avec tes sœurs ou pas du tout? Ouais, carrément. Ouais. Sûrement, elles étaient moins accrochées que moi, mais il y avait quand même beaucoup de jeux. L'Amiga, c'était cool parce qu'il permettait direct de jouer à deux. C'était globalement beaucoup de jeux qu'on a retrouvés sur borne d'arcade derrière, mais des Golden Ox, des Bubble, plein de trucs qui justement permettaient vraiment de jouer à plusieurs et de faire, de partager. Et ça, du coup, oui, on a beaucoup joué ensemble. Ouais. Cool. Super. Donc maintenant, donc ça c'est ton enfance. C'est quoi ton parcours, ta scolarité en fait, par où t'es passé jusqu'à arriver, on va dire, au son. Voilà, je vais pas donner de métier, mais je veux dire jusqu'à arriver au son, à travailler dans le sound design. T'es passé par où? Eh j'assume pas tout de suite moi justement de faire du son. Donc je passe en études supérieures dans l'informatique. Je fais un DUT génie informatique en me disant que je vais raccrocher une école d'informatique derrière. Et finalement, c'est en ayant obtenu mon DUT, donc là, je faisais beaucoup de musique, j'étais vraiment passionné par ce milieu-là, que je me mets à assumer un peu ça. Et du coup, je décide de faire une école de cinéma. J'ai la chance de pouvoir la suivre, etc. Et donc, je fais l'ISTS, l'ESRA. Donc là, option son, et dans un premier temps pour aller vers l'audiovisuel. Donc j'avais pas encore de visée jeux vidéo à ce moment-là. Par contre, la passion son était là et là, du coup, je me fais 3 ans d'école
en me connectant avec pas mal de monde dans l'école qui sont des gros motivés du son. Et là, on enchaîne des projets. Moi, je me fais beaucoup de connexions, des stages. J'essaye d'aller à Radio France, Canal+, de faire un maximum de choses plutôt dans le milieu audiovisuel et un peu le cinéma. Et je commence du coup juste à la suite de ça dans la plus grosse boîte de bande-annonce de Paris. Ça a été une expérience complètement fondatrice en fait. Donc c'est une boîte où on bossait vraiment beaucoup, où justement les patrons demandaient beaucoup à leurs employés, mais si jamais on arrivait à tenir justement la barre, on se retrouvait à parcourir un monde de contacts phénoménal, parce que tu bossais avec les plus grosses boîtes, Gaumont, etc. Moi, je me suis retrouvé en session avec des Eric Ramsey, des gens du Jardin, des trucs comme ça. Quand tu es en début de carrière, ça t'impressionne, mais en même temps, si tu tiens le coup, ça t'apprend quand même vraiment beaucoup de choses. Et puis voilà. Et puis du coup, à parcourir tous ces projets-là, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis finalement, là, je décide de partir en Chine avec un sac à dos sur le dos. Et j'avais cette envie-là, j'avais pas fait mon Erasmus ou mon truc comme ça, et je me dis voilà, j'arrête tout et on va voir ce que ça donne. Donc je pars à Shanghai et au début je fais des petites piges à droite à gauche, et là gros coup de bol, 2K China recrute un sound designer. Donc gros studio, 250 personnes, un truc comme ça, avec beaucoup d'activités, et je me retrouve à être recruté et à commencer dans le jeu vidéo fortuitement au début. Et là, tout d'un coup, la passerelle entre ce que j'avais fait avant, l'informatique, et puis le son, tout prend sens. Voilà, et là, c'est excellent. Je commence sur Civilisation Révolution, et puis derrière, on enchaîne avec du NBA 2K10, du Top Spin 4. Donc là, on était sur des techs qui ont sacrément vieilli, les premières versions de F-Mode, pas mal de choses. Mais l'avantage de la Chine, c'est qu'on m'a très vite donné pas mal de responsabilités et de possibilités. J'ai composé de la musique sur Civilisation, on a refait tout le sound design, on avait une grande confiance en plus dans le producing et les directeurs de projet. Donc ça a été vraiment un moment où j'ai pu tester plein de choses, comprendre beaucoup de choses, et puis j'avais du temps, donc je bossais comme un malade, et voilà. Donc ça a été les débuts, et je me suis fait des belles références dans le jeu vidéo directement. Ouais, parce que tu t'attaques tout de suite sur des purs titres, on va dire. Voilà, et t'as soulevé un point qui est intéressant. Je rebondis juste dessus parce que c'est pas la première fois que je l'entends, et même dans d'autres domaines d'activité de tech, il est vrai. C'est vrai qu'en France, on va avoir beaucoup tendance à se concentrer en fait sur les parcours scolaires, sur le côté un peu construction, et que beaucoup vont chercher à l'étranger, parce qu'à l'étranger, on va chercher juste les skills en fait. Et voilà, tu le reconfirmes aussi, où en Chine, en fait, dès que tu as montré tes skills et qu'ils ont vu que ça fonctionnait, ils ont plutôt eu tendance à te faire confiance, tu vois. Et t'es pas le premier, moi-même je l'ai perçu, et c'est vrai que à l'étranger il y a beaucoup d'expatriés qui y vont, parce que s'ils ont du skill, ils savent qu'ils vont travailler, et qu'ils n'ont pas besoin forcément d'avoir des étiquettes, des gros diplômes, etc. Donc c'est voilà, je referme la parenthèse. Donc là, ok, Une petite précision, parce que je trouve qu'on est en train aussi un peu de revenir de ce modèle-là en France grâce au freelance. En fait, on avait un problème, enfin non, c'est pas un problème, mais le mode de contrat faisait que très vite, quand tu embauchais quelqu'un, tu l'embauchais avec directement une visée long terme, ce qui ça marche très bien, et moi je trouve que le mode contractuel en France est formidable, et en même temps ce mode de freelance permet aussi de venir et de tester, de donner une chance sur un bout de projet, sur un bout de truc, et moi je sais que là dans la structure donc je suis directeur audio chez Arcade, qui est une structure qui fait de la presta audio, et ce mode-là nous permet assez régulièrement de faire rentrer des nouveaux talents, de tester sur des petites choses, et là du coup à nouveau peut-être d'avoir une exigence un peu moindre sur le CV et plus sur la compétence du gars, effectivement. Et mais oui, en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose, les études restent importantes en France. Ok, super. Donc ensuite, tu fais ton petit parcours, je pense. Donc t'es parti sur tout un tas de choses. Donc tu rentres en tant que sound designer, en fait, sur ces projets que t'as évoqués. Aujourd'hui, t'es directeur audio, ok.
Donc, on va en profiter pour dire c'est quoi ton parcours en fait, comment t'es passé de ce côté sound design à directeur audio et comment t'exprimerais en fait cette différence en fait alors je vais pas dire de métier parce que c'est le même métier en vrai, mais de positionnement à l'intérieur, je dirais du métier. C'est comment t'as fait cette progression, par où t'es passé? Donne-nous quelques titres si tu peux les donner. Lucien ici, on respecte toutes les NDA, donc il n'y a pas de souci s'il y en a pas. Voilà, juste cette partie. Eh ben, alors pour la différence, donc pour moi, il y a deux trajectoires, on va dire, quand on rentre dans les métiers du jeu vidéo. Il y a une trajectoire qui est plus créative et une trajectoire qui va être plus managériale. Enfin, créative ou en tout cas opérationnelle, dans le sens où nous, dans le son, ça va être les sound designers, les compositeurs, ceux qui vont faire du voice work, et puis même les tech audio. Tout cela, en fait, c'est des gens qui vont répéter un geste pendant leur carrière, soit un geste créatif, soit un geste technique, et qui vont devenir experts de ce geste. Donc, ça veut dire que c'est là où on va avoir le senior sound designer ou le compositeur. Et donc là, c'est des gens qui vont passer leur carrière à répéter un geste créatif et qui vont devenir ultra balèzes dans le fait de créer justement de cette matière-là. Et puis de l'autre côté, on a un aspect plus managérial. Donc là, ça veut dire que on se situe à l'échelle du projet, on dialogue avec les créateurs du projet et on essaye de faire en sorte que toute l'équipe audio vienne en cohérence avec le reste de l'équipe et propose une créa globale qui soit en cohérence avec et la vision du game dev et la vision du studio. Et voilà, donc on est plus en train de choisir les talents, justement faire passer le mot aux équipes de qu'est-ce qu'on doit faire et comment est-ce qu'on doit le faire, et puis derrière de faire de la direction et artistique, et musicale, etc. pour obtenir quelque chose de cohérent à la fin. Voilà. Donc ça, c'est un peu la différence. Et moi, je trouve qu'en France, on a tendance à considérer que le managérial est finalement un aboutissement par rapport à l'opérationnel. C'est-à-dire qu'on fait de l'opérationnel et à un moment, on devient manager. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est des métiers qui sont très différents. Moi, je bosse avec des gens, des seniors sound designers qui me mettent des énormes tartes sur la partie créa parce que les gars, ça fait juste des années et des années qu'ils travaillent justement le geste créatif. Et heureusement qu'on arrive à un résultat en faisant ça. Et moi, par contre, effectivement, sur la structuration des équipes, la manière de réfléchir un projet, la manière d'ordonner les tâches dans le temps, dans le dialogue et dans la direction audio, c'est-à-dire regarder les choses, avoir du recul et savoir comment est-ce qu'on crée et qu'est-ce qu'on fait techniquement et qu'est-ce qu'on fait créativement. Voilà, là, moi, je suis dans mon élément. Donc, en gros, ça, c'est les spécificités de mon métier. Et comment je suis arrivé là-dedans? Je crois que j'ai toujours eu un peu cette envie-là, moi, justement, d'aller plus vers quelque chose de managérial. Je reste quand même dans des tailles de projets qui me permettent d'être un peu dans l'opérationnel. Et dans ma manière de faire, j'ai eu des propositions pour aller sur des gros AAA et j'ai toujours voulu quand même rester dans une taille de projet où je garde ma mise sur la direction créative et la direction technique et où finalement je suis partie prenante de ces décisions-là parce que c'est ça ce qui m'intéresse le plus. Et où par contre derrière je bosse en team. Ça veut dire que moi j'avais cette envie-là vraiment de construire des équipes, de m'entourer de gens, de créer des symbioses et que tout ça, ça fonctionne. Et c'est ça ce qui m'intéresse. Donc très brièvement, je passe effectivement par d'autres choses et à un moment, je crée un studio dans un premier temps qui est plutôt orienté marketing. Et puis, je m'aperçois que ça va pas me nourrir comme il faut, moi, personnellement, au niveau de l'audio et je le retransforme dans un deuxième temps en un studio. Alors, on se met à avoir une activité dans un premier temps en VR, puis après, on va reprendre du jeu vidéo et on transforme complètement ça en un studio qui est 100% prestation pour le jeu vidéo. Et ça fait depuis 2018 que ça existe et là du coup je travaille avec pas mal de studios français grâce à cette structure-là avec toute une équipe. Ok, t'as quelques titres à nous donner là que tu peux sur lesquels t'as travaillé? On a travaillé sur Siberia The World Before, donc ça tu connais bien. On a travaillé sur Dune Spice War par exemple avec la team de Shiro Game. Là tout dernièrement Solasta 2 avec Tactical Adventure. On a travaillé avec eux sur leurs démos qui viennent de sortir et on continue la prod avec eux. Et puis voilà, il y a pas mal d'exemples, ça c'est déjà 3 exemples. Oui, et on a fait en tout, je sais pas, depuis 2018
une quinzaine de jeux, une quarantaine d'expériences VR. Enfin, il y a de l'activité, on fait pas mal de choses différentes. Parce qu'on fait de l'expérientiel aussi, qui est un beau laboratoire et qui permet de faire pas mal de choses aussi. Cool. Ok, on va passer à des aspects un peu plus techniques. Alors bien sûr, on va pas rentrer dans l'ultra technique, hein, bien évidemment. Mais c'est la question que je pose à tous les gens dans les interviews métiers. C'est que souvent on constate qu'il y a des énormes décalages entre ce qu'on pense d'un métier et ce qu'il est réellement, en fait. Donc le meilleur exemple que je donne tout le temps, c'est le fameux QA testeur, puisque si on interroge des gens dans la rue ou si on parle de QA testing, tout le monde pense que c'est quelqu'un qui passe sa journée à jouer à des jeux vidéo et que c'est un métier génial et que c'est super. Alors oui, c'est un super métier, mais en fait dans la vraie vie, hein, dans la vraie vie d'une production de jeux vidéo, le QA testeur, c'est pas ça son métier. Ça, c'est un micro-morceau, il doit faire tout un tas de reporting, il fait beaucoup d'administratifs, il fait du ticket, du suivi, de l'organisation, du management, parce que les gens l'oublient, mais dans le QA, il y a aussi des managers, des lead QA et tout. Donc, souvent, dans le son, les gens, ils ont du mal à connecter aussi, parce qu'ils savent pas si un sound designer, c'est quelqu'un qui fabrique de la musique, tu vois, qui intègre de la musique. Voilà, ils sont un peu perdus. Donc, comment toi t'exprimerais et comment t'expliquerais en fait déjà, première chose, les différences qu'il pourrait y avoir entre ce qu'on pense de ce métier et de ce qu'il est réellement? Déjà, je pense que c'est beaucoup plus segmenté qu'on le croit. Et ça veut dire que on n'a pas en tout cas, dès qu'on arrive dans un milieu professionnel un peu installé, l'homme couteau suisse qui va faire un peu tout, et on a plutôt des profils un peu spécialistes. Donc ça veut dire qu'on va faire soit du sound design, soit de la composition. Il y a même maintenant des profils très spécialisés sur le voice work, par exemple, qui vont juste vraiment prendre les voix des comédiens et aller justement les triturer, rajouter des choses. Parce que ça, c'est vrai que c'est des compétences qui sont très particulières. On peut même aller jusqu'à des gars qui sont spécialisés dans le design de son de voiture et de systèmes qui va permettre justement d'accompagner des accélérations crédibles, et à partir du moment où on a des skills comme ça, on se met à être recherché vraiment pour ça et on se met à être assez spécialisé. Donc il y a ce côté-là, ça veut dire que on va vite aller vers quelque chose et puis s'enfoncer un petit peu dedans. Donc ce qui ne veut pas dire qu'après des profils généralistes n'existent pas. Moi, je trouve que malgré tout, je me lève tous les matins en étant très content de ce que je fais, et ça veut dire que ce qu'on m'a vendu et ce que j'obtiens est pas si différent que ça, dans le sens où je me retrouve régulièrement avec mon casque sur la tête en train de buller dans un truc où j'oublie même ce que je vois et où je suis juste enfermé dans mon monde de son en train de créer avec mes logiciels et faire mes trucs, et ça, je trouve que c'est formidable et j'adore mon métier et les fondamentaux sont là, et ça, on m'a pas menti, c'est vraiment quelque chose qui existe. Après, le son, c'est un domaine qui est particulier parce que quand on n'en parle pas, c'est que généralement c'est génial, et dès qu'on en parle, c'est pour qu'on se prenne généralement des critiques et des choses un peu dures. Donc ça veut dire qu'il faut pas venir chercher la fame à l'intérieur de ce domaine-là. Parce que c'est un domaine qui est assez confidentiel. On va parler plus volontairement de voix et de musique, plus volontiers de voix et de musique, excuse-moi, mais ça va être dès qu'on va passer dans le côté sound design, dès qu'on va passer dans les aspects techniques, là pour le coup, on est assez seul, et voilà. Donc ça, c'est un des côtés qu'il faut quand même bien calculer en début de carrière, parce que ça a un vrai, ça se sent à l'intérieur du domaine. Et puis après, dans le côté un peu orga dont tu parlais, on est un domaine de finisher, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment en fin de projet, et en tout cas, on est toujours conditionné à la fin du travail d'une autre équipe. Donc ça veut dire qu'on est très très souvent en train de s'organiser en fonction des autres, et très souvent en train d'agir dans le rush, parce que pour faire une ambiance, il faut que le level building soit fait. Pour faire des sons d'interaction, il faut que généralement le game design et que le level design soit fait, etc. etc. Et donc, moi, j'ai vraiment appris que le domaine du son, c'était aussi beaucoup de structuration en fonction du coup de l'énorme vague qu'on va se prendre à la fin. Et du fait de réussir à passer le plus de choses avant cette vague et de s'organiser intelligemment pour que cette vague, on puisse justement combattre contre et pas se faire engloutir. Voilà.
Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment. Et moi, c'est une grosse partie justement de mon travail de directeur audio. C'est dans un premier temps de prendre le projet calmement, d'énormément dialoguer avec les autres leads, de comprendre où est-ce qu'on va pouvoir agir le plus tôt possible, de répartir les forces. Et puis pour pouvoir, quand vraiment le dur va arriver, se dire, bah au moins, on aura passé tout ça avant et on va arriver armé face à ce moment-là. Très bien. Je rebondis sur un point aussi, parce que les gens le voient pas, le perçoivent absolument pas, mais dans le monde du sound design, il y a des gens qui sont aussi des ultra techniciens, et en fait, il y a vraiment une vraie corrélation, je dirais, entre la tech, le dev, tu vois, et les sound designers. Pourquoi? Parce que dans tout un tas de projets ou de production, souvent, ce qu'on va appeler un bon designer, je parle en interne hein, de la production, ça va pas forcément être quelqu'un qui fait des beaux sons ou de la bonne musique, parce que techniquement, on s'en fiche en fait. Hein. C'est l'art qu'on nous fournit, mais qui vont être des gens qui vont être à l'écoute, en effet, comme tu as dit, de la partie technique. Et moi, j'ai souvent vu, et avec toi ou avec d'autres personnes aussi, des gens qui avaient aussi cet état d'esprit technique, tu vois, qui étaient vraiment en corrélation avec le dev. Et il y a même des sound designers, tu pourras le confirmer, qui sont quasi des devs en fait. Parce que quand tu fais des ponts, des bridges avec les outils Fmod, Wise, etc., en fait, il y a intérêt d'avoir une sacrée synergie, parce que on va pas juste poser des sons comme ça, hein, il faut mettre en place une architecture, une mécanique pour que ça se déclenche au bon moment. Et ça, les gens l'oublient souvent. Et en même temps, j'en parle parce que je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être plus l'aspect technique et qui sont pas forcément des extraordinaires, compositeurs, tu vois, mais qui peuvent être très très forts dans l'aspect intégration technique. Et c'est vrai que c'est une zone un petit peu oubliée, en tout cas. Enfin, on la met pas en avant, quoi. Quand on pense sound design, on pense la composition, en fait. Mais voilà. Donc, est-ce que tu peux Complètement. confirmer? Il y a deux styles de métiers hein, dans l'audio qui existent là-dessus. Donc, il y a le métier d'intégrateur où on est justement sur le fait de récupérer des assets créatifs et de les intégrer dans le jeu. Donc là, en fait, c'est vraiment la personne qui va être en charge de rendre le son interactif. On récupère des boucles d'ambiance, on récupère des oiseaux, on récupère du vent et on va aller se balader dans la carte du jeu. Et tiens, là, j'ai un arbre, je vais mettre un oiseau dedans. Là, je suis dans une zone, je rentre dans un donjon, je vais mettre une ambiance un peu comme ci, comme ça dedans, spectrale, etc. Et donc, ça veut dire que cette personne-là va pas forcément être à la création des assets, mais par contre, elle va être à l'intérieur de l'engine, vraiment en train de décider des règles d'interaction. Et là, pour le coup, il y a un champ de possibles assez fort, parce que plus ça va, plus on a d'outils et de possibilités et de manières de faire différentes. Des manières optimisées, des manières complètement catastrophiques et plein de choix à faire. Et donc, il y a un vrai pool de compétences à avoir pour faire ça. Et effectivement, ça, c'est des métiers qui sont beaucoup plus tech, qui demandent quand même une certaine, comment on peut dire, enfin, qui demandent de la sensibilité créative pour justement bien intégrer les choses. Mais par contre, on est sur des métiers beaucoup plus techniques. Puis après, encore plus enfoncé dans la technique, on a le dev audio, où là, en fait, les développeurs audio qui vont créer les outils qui vont permettre à l'intégrateur de travailler. Donc là, en général, on est sur à minima du visual scripting et généralement plutôt des gens qui maîtrisent le code et qui sont vraiment capables de proposer des solutions techniques un peu deep de telle manière à ce que derrière, nous, on ait nos briques techniques pour travailler. Et c'est une vraie grosse... c'est un gros enjeu. Moi, je sais que je travaille dans le jeu vidéo et du coup... Il y a eu des moments dans ma carrière où j'aurais pu décider de retourner vers le linéaire, plutôt sur le cinéma, etc., des choses, mais que cet aspect tech m'intéresse vachement aussi, moi. Et c'est vraiment à la jonction des deux, et l'un est indissociable de l'autre. Quand tu fais du jeu vidéo ou de l'interactif, c'est vraiment... c'est 50-50 et les deux participent clairement à la réussite du projet. Et à raconter la bonne histoire et à faire un truc qui défonce un peu. Et tu peux pas l'oublier, cette partie technique. Elle est très importante. Ouais. Ok, alors je vais te faire une petite question de challenge. Donc les questions de challenge, c'est des questions qui viennent un peu au fil de l'interview. Alors c'est rien de bien méchant, mais souvent on a entendu parler, et même chez les viewers, dans la commu et tout, ils en ont un peu parlé, on entend parler de musique de plus en plus dite organique à l'intérieur des jeux, procédurale, organique.
plein de gens comprennent pas en fait ce que ça veut dire. C'est une musique qui s'adapterait à ce qui se passe en termes d'action ou quoi. Comment t'expliquerais ça? Comment vous faites ça en fait? De manière Il y sucrée. a pas mal de manières de faire maintenant. C'est ça ce qui est cool, c'est que plus ça va, plus la technique évolue. Donc, effectivement, organique, interactive, on va dire aussi. Ça veut dire que vraiment, elle va suivre soit la narration, soit les actions du joueur, etc. Et globalement, on va travailler avec les compositeurs pour qu'ils nous fournissent pas mal de chemins différents sur une même musique. Donc, on reste dans une musique cohérente avec un BPM donné, avec les mêmes accords, on va dire, en tout cas une même harmonie, etc. Et puis, en fonction des choix du joueur, on va pouvoir aussi mettre des embranchements dans la musique en quelque sorte. Donc, on a des outils qui nous permettent de faire ça et qui vont permettre de dire, j'en sais rien. L'exemple le plus simple, c'est petit à petit, il y a de plus en plus d'ennemis. On va se mettre un coefficient de stress qui va faire que plus va y avoir d'ennemis, plus ce coefficient va monter, et plus ce coefficient va monter, et plus moi je vais rajouter de la rythmique, de la basse, des choses qui vont justement venir rajouter une sorte de tic-tac à la musique et qui vont participer à faire quelque chose de rythmé et de voilà. Donc ça c'est un exemple qui est très basique. Après là maintenant on peut s'enfoncer très profondément là-dedans parce qu'on a des possibilités aussi de faire de la synthèse sonore avec nos outils directement dans le jeu. Ça veut dire que finalement c'est le jeu qui compose quasiment. Donc en mélangeant ça plus des parties déjà composées, parce que si on veut une belle orchestrale qui sonne, ça va pas être le jeu qui va la composer en live. Donc on peut avoir des mix entre des choses composées, des choses qui vont être générées par le jeu, et puis du coup plein de degrés d'input qui vont nous permettre justement d'agir sur la musique et de composer cette musique au fur et à mesure. Faire participer le sound design aussi, ça se met de plus en plus à être important, parce qu'avec des Hans Zimmer par exemple, qui justement sont en train de défricher ces territoires-là au cinéma et en train de les rendre grand public. On a plein de choses là. Donc cette musique organique ou interactive, elle a beaucoup de place et elle a aussi du champ et du futur. Ça là-dessus, c'est assez intéressant. Cool. Et elle fait le pont avec ce qu'on disait juste avant, sur le côté technique aussi, parce que forcément, je pense qu'il y a beaucoup de techniques derrière tout ça pour que ça fonctionne et que ce soit mis en place. Ok, très bien. Deuxième question challenge, sera la dernière hein, sur la partie de challenge. C'est dans le jeu vidéo et dans les univers artistiques, souvent il peut y avoir des très grosses ambitions de la part des product owners, comme on dit maintenant. Et je pense que en son, c'est peut-être un des endroits où ça peut être le pire. Hein, voilà. Donc il y a l'art, il y a la tech et tout ça. Donc tout le monde essaye de gérer ça. Donc comment dans le son? Parce que dans le son, je pense que c'est le truc tellement abstrait, tu vois. Je pense que c'est un des trucs les plus abstraits quand t'es product owner, où tu vas demander, tu vois, tout un tas de choses en pensant que c'est juste du son, tu vois. Alors qu'en fait, on vient de le voir, tu vois, il y a tout l'aspect technique, toute la construction, comment intégrer ça, etc. Donc comment, toi, dans ton coin, quand tu es face à un product owner qui va te demander la lune, voilà, et que toi tu te dis, wow, voilà, comment en fait tu fais passer le truc et comment ça se passe en fait ces échanges-là. Alors, on n'est pas là pour casser du sucre, hein, on est là justement pour que ce soit bienveillant mais c'est une réalité, voilà, on l'a tous vécu. Donc je pense qu'en son tu le vis, comment tu le gères? Alors la première chose, c'est que ce qui est intéressant avec le son, c'est que c'est quand même un médium qui permet de raconter beaucoup de choses pour assez peu cher. Parce que comparé à faire du gameplay ou de l'image, on est dans un domaine où, en termes de coût de production à la minute, et puis sa facilité entre guillemets d'implémentation, jusqu'à même en termes de taille, mémoire et tu vois de ce que ça coûte à l'intérieur du projet, tout ça c'est quand même assez réduit et du coup très soutenable. Donc ça veut dire que faut pas hésiter justement à se reposer là-dessus. Et moi je suis assez content quand on nous demande la lune parce que moi toute ma stratégie au son c'est de rendre les choses plus larges. Ça veut dire qu'on est au service de l'histoire, du jeu, de la narration, de l'émotion, et on a un pouvoir de tout d'un coup élargir ça au maximum. Donc au contraire, je suis assez content quand on vient nous chercher et qu'on a conscience de ça. Et complètement, moi, dès qu'on rentre sur un projet, en train d'essayer de pousser ces bornes-là au maximum.
Ça peut être, suivant les jeux, c'est pas forcément de l'émotionnel. Il faut pas tout de suite penser à voilà à pousser des émotions. Non, ça peut être le gameplay, ça peut être rendre le jeu vif, impactant, appuyer sur tel point, tout focus sur le héros principal. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire finalement et qui peuvent vraiment venir au service du jeu. Passer ça, justement, en fait, c'est quand on a beaucoup de demandes, et ça, à l'audio, de temps en temps, c'est aussi parce que on ne sait pas trop par où commencer, et qu'on ne sait pas trop faire le tri, parce qu'on n'est pas habitué à ce domaine-là. Et c'est un domaine d'ailleurs où assez vite, quand on arrive sur une discussion, il y a plein de personnes qui vont nous dire je vais pas utiliser les bons mots. Enfin, en gros, on commence en s'excusant un peu quand on parle d'audio, alors que c'est pas le but. Au contraire. Et du coup, ça va être de faire le tri à l'intérieur des demandes et de réussir à comprendre le point de focus. C'est qu'est-ce que tu as vraiment envie, limite que ton jeu raconte. Et moi, du coup, je vais te donner des axes pour que le son vienne appuyer là-dessus. Pas forcément refaire une couche de ce que raconte l'image. Au contraire, peut-être qu'on va écarter un peu le champ émotionnel, peut-être qu'on va rajouter encore un peu de narratif. Peut-être que même de temps en temps, il y a un truc qu'on pouvait pas raconter et où on va se trouver une pirouette sonore pour justement le raconter, pour voilà. Et tout ça, c'est une histoire de bons échanges et d'essayer justement d'aller vraiment comprendre les créatifs et ceux qui tiennent le projet pour faire le tri et pour leur proposer le bon axe. Ok, super. Très bien. Passons maintenant au sujet, on va dire, d'actu, les sujets chauds à ce niveau-là. Donc, on va parler d'IA. L'IA, ça touche tous les domaines, etc. Et le son, c'est un domaine où il y a beaucoup de polémiques en ce moment, avec des choses comme Suno, mais il y en a plein d'autres, etc. Moi-même, à titre perso, quand j'ai entendu ça, je me dis, attends, Suno, tout. J'ai été essayer. Et honnêtement, je me suis quand même pris une baffe, en utilisant le système. Donc après, il y a tout le monde qui dit ouais, mais ça y est, c'est la mort, le sound design, tout ça. Donc je vais te demander qu'est-ce que tu penses en fait de l'IA, si c'est un danger ou pas, si on peut le survoler ou pas. Je rebondis parce que j'en parle souvent moi sur ma vidéo, mais dans le jeu vidéo, on a quand même une coque de protection, c'est qu'il y a tout le temps cet aspect technique, tu vois, qui est connecté à tout ce qu'on peut faire, même en art. Donc forcément, même si l'IA peut apporter des choses, il y a plein de choses qu'elle pourra pas faire, quoi. Et que pour train une IA, elle a besoin du code source et de tout ce qui est à l'intérieur d'un jeu, et qu'aujourd'hui tout ça c'est pas public. Mais qu'est-ce que tu penses toi de l'IA qui arrive dans le son? Est-ce que c'est vraiment un danger pour toi ou pas? C'est quoi ton avis? Alors prends des pincettes, parce que c'est un sujet. Ouais, c'est un sujet qui est chaud et qui est ultra complexe. Moi, ça me fascine autant que ça m'empêche de dormir, tu vois, ce truc-là. Donc, je suis vraiment sur des matins où je me réveille et où je découvre des trucs et où je me dis, c'est complètement charmé. Et qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Qu'est-ce que ça va repousser les bornes de la créa et de pas mal de choses, malgré tout. Et puis, en même temps, quand on voit ce que ça peut avoir comme potentiel de remplacement de l'homme, c'est assez flippant. Après, Suno, tout ça, moi, là, pour l'instant, on est en train de régler la question du droit d'auteur. Et d'ailleurs, je voyais Clara Chapaz, là, qui est notre ministre de l'IA, qui commence à poser la question c'était suite à toutes ces images du studio Ghibli qui sont en train de sortir avec ChatGPT là, et qui dit est-ce que ça on le tolère ou pas, et comment est-ce qu'on gère le droit d'auteur, et il va falloir mettre un peu tous les acteurs main dans la main pour se poser les bonnes questions. Moi, à partir du moment où c'est du pillage droit d'auteur, non, je suis pas d'accord, et finalement de prendre le travail des autres pour aller enrichir quelques startups américaines, ça me pose évidemment souci. Après, l'outil en soi et les possibilités qu'il y a au-delà de ça, ça veut dire en faisant une IA propre et éthique, il y a des choses complètement folles, et pour le coup, je m'y intéresse évidemment, parce que déjà, je pense que c'est une obligation de s'y intéresser et que on va pas pouvoir laisser passer le train et s'enfermer dans son truc, parce que aussi c'est assez fascinant. Je me sens pas directement moi en difficulté, parce que je pense que petit à petit va y avoir des outils IA qui vont venir m'aider à l'intérieur de notre monde créatif et technique. Par contre, effectivement, est-ce que ça va... Alors, assurément, ça va changer la configuration de notre travail. Assurément, ça va réduire le nombre de personnes directement impliquées sur un projet. Nous, on le voit déjà même là dans le producing audio. Les IA, elles peuvent nous filer des sacrés coups de main sur des tâches qui étaient avant assez routinières et réalisées par des personnes.
Euh, donc ça pose des questions. Après, est-ce que ça va recréer le bassin d'emploi ailleurs? Comment est-ce que tout ça va s'équilibrer, etc. Bah, j'attends de voir. Ce qu'il y a, c'est que ça va vite et que voilà. Mais globalement, mon positionnement, c'est ça. Et la deuxième question que je trouve absolument essentielle, parce que ça, on en a pas mal parlé avec d'autres créatifs, c'est un outil qui va avoir vite tendance à décider en termes de créa à la place du créateur lui-même. Et ça, je pense que c'est un vrai danger, dans le sens où il faut rester maître de sa créa. Ça veut dire que c'est pas à l'IA de décider si c'est rouge ou bleu. Et là, pour l'instant, en fait, elle le fait très vite. Et dès qu'on a des outils finalement qui prennent des décisions à notre place, bah en fait quelque part ça nous destitue un peu de notre créativité et c'est pas comme ça qu'on va justement être dans l'innovation, être dans quelque chose qui va vraiment retourner à nouveau la créa. Et il faut qu'on voilà, moi j'ai envie de rester dans ce segment-là. Donc en tout cas, ça m'intéresse pas d'avoir une IA qui décide à ma place non plus. Ok, très bien. Passons au deuxième sujet compliqué, c'est la crise. En ce moment, bon, le jeu vidéo, c'est un peu la cata, on va dire ça comme ça. Licenciements, scandales, projets qui s'arrêtent, etc. C'est quoi ta vision de ce qui se passe en ce moment, toi? Alors, en off, on a déjà parlé, je sais que tu es un optimiste. Moi, j'ai plutôt tendance à être un optimiste aussi et dire qu'il y a aussi toute une nouvelle scène qui arrive, qui approche, avec des indés de plus en plus puissants, de plus en plus forts, des nouvelles générations de publishers. Qu'est-ce que tu penses de cette crise actuelle? Bah, dans un premier temps, je pense qu'elle est très dure parce que moi, il y a plein de gens que je connais qui sont directement impactés et des profils complètement fous qui, pour l'instant, travaillent pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'inattendu qui s'est passé très vite. Et voilà, donc la première réflexion, elle est vraiment là. Et nous, justement, au sein d'Arcade, on a dû réadapter énormément de choses dans notre structure, être très agile là sur les temps qui viennent de passer, parce que il y a plein de choses qui sont passées aussi en interne et ça secoue. Donc ça veut dire que voilà, c'est effectivement quelque chose de très important. Moi, je pense, sans pour autant que la machine se relance à 100%, qu'en tout cas il y a des signaux pour l'instant un peu faibles, mais qui reviennent et qui effectivement sont en train de nous dire que les choses se relancent. L'industrie sera plus comme avant, vraisemblablement. Moi, de ce que je comprends, soutenir des énormes AAA avec des studios à 600 personnes, ça n'existera plus. Petit à petit, on va se recentrer sur des jeux un peu plus petits, du AA bien fait, des choses comme ça, des teams indés qui vont avoir énormément de choses à dire et de plus en plus de possibilités, la technologie avançant, etc. Donc, il va y avoir une modification de notre secteur. Par contre, moi, je vois de la consommation, je vois des gens qui sont ravis de jouer, je vois plein de choses qui finalement réussissent encore. Donc, on avait trop fait, on avait trop de financement, et puis tout d'un coup, tout ça s'arrête. Et du coup, c'est dramatique, mais ça ne veut pas dire que tout s'arrête. Donc, forcément, il va y avoir des choses qui vont se passer. Voilà. Que bon, ne perdons pas, notre niaque et il faut, à mon avis, voilà, il y a encore une année un peu de turbulence et j'espère qu'on se retrouvera en 2026 avec des belles perspectives, quoi, en gros. Ok, message positif. Bon, basculons maintenant dans la partie qui va intéresser une grosse partie de l'audience de la chaîne, puisque la chaîne elle a deux types de joueurs et d'audience, donc des professionnels qui essayent un peu de picorer aussi des infos, des profils, d'échanger, etc. En mode soft, en mode cool. Et puis l'autre partie des viewers, c'est des gens qui eux sont à fond dans la création. Donc il y a beaucoup de gens qui sont des solo créateurs ou des tout petits studios de 2-3 personnes, justement les fameux petits indés qu'on évoque à ce niveau-là. Donc on va repartir sur eux. On va déjà commencer par les petites questions là des gens sur le Discord. Donc pour ceux qui connaissent pas, il y a une petite communauté sur le Discord avec que des solo créateurs, des petits créateurs, etc. Donc c'est des questions un peu marrantes, voilà. Donc voilà. Donc on va commencer avec la question de Mathieu. Donc, qui nous dit que pour Mortal Kombat, il faisait le son des fatalities en écrasant des poivrons devant un micro, voilà, pour que les os qui craquent, il cassait des concombres ou écrasait des gobelets en plastique en faisant une prise. Et il y a plein d'autres techniques utilisées, il nous dit. Donc, il a deux questions. Existe-t-il un guide ou des ressources qui compileraient un peu un lexique, tu vois, toutes ces techniques un peu
je sais pas comment les qualifier, des bidouilles, quoi, des trucs et astuces. Et quelles sont les bonnes pratiques, erreurs à éviter pour la captation de son? Ça, c'est, je pense, dans la même question, c'est-à-dire comment capter un gobelet qui crache en bonnes conditions. Donc, voilà. Il y a quand même des ressources. Est-ce que quoi? Je vais répondre à la deuxième puis à la première. La deuxième, on va dire qu'il y a une histoire de matériel, évidemment. Donc, ça veut dire que faut pas espérer faire un son professionnel avec du matériel vraiment bas de gamme, mais en même temps, faut pas hésiter à faire. C'est-à-dire que pour moi, c'est avant tout une histoire de plaisir et je sais que à partir du moment où on a un micro, on peut même se tenter à se faire des sons à partir d'un iPhone, d'un machin, et puis derrière, en le bidouillant bien, voilà. Alors c'est pas nos méthodes de production à nous, et dès qu'on va dans une certaine catégorie, évidemment qu'on est tenu à avoir du matériel bien spécifique, etc. Mais moi, avant tout, c'est la créa et c'est ce qu'on a envie de raconter et c'est le plaisir aussi. Donc voilà. Mais après, la bonne captation, c'est plutôt la bonne manière de créer, justement. Ça veut dire, on n'est pas dans une recherche de réalisme, on est tout le temps dans une recherche d'aller, au contraire, créer l'idée du son, l'idée qu'on se fait du son. Ça veut dire que c'est très très rare que nous, j'en sais rien, on pense à un son de ville, on va pas enregistrer la ville qu'on voit à la même échelle avec l'autoroute qui va être à 4 km, machin. Non, au contraire, on va vouloir te raconter une ville, et dans cette ville, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a régulièrement j'en sais rien, des sirènes, parce qu'on a envie d'y mettre justement un côté un peu plus crime et machin, ou est-ce qu'elle est un peu futuriste? Est-ce qu'on y met des drones, des machins? Est-ce qu'au premier plan, j'ai peut-être même un gros ventilateur qui me fait un truc parce que j'ai vraiment envie d'appuyer sur le côté Indus? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une ville du futur et il n'y a plus un seul pet de pétrole et on est que sur de l'électrique et du... Donc en fait, faut essayer de réfléchir à ça, et derrière, d'aller choper les bonnes textures et de les proposer. Donc ça veut dire que oui, effectivement, dans les sons de combat, si jamais on s'enregistrait deux mecs qui font de la MMA, tu vois, ça n'aurait absolument aucun impact. Et quand on te design un coup de poing, alors effectivement, généralement, on va donner un bon coup dans un steak, on va te rajouter une tomate, par exemple, qu'on a fait bouillir et qu'on va smasher un bon coup. Et là, tu commences à avoir du jus et ça commence à faire un peu mal. Et puis derrière, effectivement, un coup de poivron ou de ce que tu veux qui craque. Et là, en plus de ça, tu casses les os et tu peux faire pas mal de choses. Mais ça veut dire que c'est d'aller créer un monde de détails. Et ça, du coup, est-ce qu'il y a des endroits, des sortes de ressources? Alors, faut taper bruiteur ou Foley Artist, Foley F-O-L-E-Y. Donc ça, c'est le Foley Artist, c'est le pendant anglais. Et du coup, on peut se retrouver avec beaucoup de vidéos sur YouTube de gens qui sont dans cette spécialité-là. Et ça, c'est des personnes qui, en général, donc on les fait venir en studio. C'est sur des prods qui sont assez fastueuses parce que ça a un coût, il faut une grande salle. Ils viennent en général avec un van rempli de valises et de bordel, et ils ramènent énormément de trucs dans le studio. Et là, en fait, ils nous font de la créa en direct en fonction de ce qu'on a besoin. Et il y a plein de petites recettes. Moi, j'avais vu des dérapages de voitures faits avec une bouillotte, j'en sais rien, des entrées dans une voiture qui roule sur du gravier avec un sachet de cigarettes qu'on se frotte sur les cheveux pour faire le gravier. Plein de choses, en fait, tout d'un coup, qui effectivement t'imitent les textures, mais qui te permettent de les avoir vraiment bien piquées et qui permettent de créer tout ça. Alors après, c'est des choses assez avancées, ça. Et pour des solos créateurs, je pense que ça, c'est le côté ludique. Par contre, j'irai peut-être pas vers ce genre de méthode de création parce que ça va prendre énormément de temps pour un résultat qui est peut-être un peu incertain. Et moi, un solo créateur, je lui donnerais plutôt un conseil de travailler avec des bonnes banques et d'aller directement taper dans des sons qui lui accrochent bien l'oreille et où il se dit ça, en fait, c'est net et précis et ça raconte ce que je veux, parce que ça sera beaucoup plus efficace pour son jeu. Voilà. Mais en tout cas, aller regarder des Foley artistes bosser, c'est toujours ultra rigolo. Donc, faut pas hésiter à aller se faire ces vidéos-là, effectivement. Ouais, il y a ce côté fun. Ok, autre question de Lingouf. Alors Lingouf, il est passé en interview. Donc Lingouf, c'est un peintre qui vit de sa peinture, un artiste sculpteur et surtout un artiste électro.
de la scène underground. Donc lui, le son pour lui, c'est un truc de fou. Donc il a fait son propre jeu, Lingoof, qui est disponible sur Steam. Et dans son jeu, il a énormément utilisé le son. Donc forcément, c'est de l'électro, c'est un peu ovni, tout ça. Il a mis une feature que moi j'ai trouvé géniale, c'est-à-dire qu'en fait le personnage a un petit radiocassette, tu vois. Et en fait, dans les endroits où il enregistre les sons. Et après, en fait, dans certaines parties du gameplay, il peut les réutiliser, tu vois, en mode comme une attaque, tu vois, ou comme une réponse à quelque chose qui est... Voilà. Ah ouais, merci ça. Ouais, donc ça, c'est plutôt cool. Donc lui, il nous pose la question, c'est pour ça que je te fais une présentation avant, parce que je sais que lui, c'est un semi-pro, on va dire, voire pro. Et il demande quel matériel, software ou hardware, toi, tu aimes utiliser. Et ben soft, alors je viens de l'audiovisuel au début, donc au début j'étais très Pro Tools et puis je suis passé maintenant à 100% sur Reaper. Globalement, dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de choses qui font que Reaper est devenu très très puissant. Il y a des liens avec les middleware, il y a des possibilités de faire du batching, c'est-à-dire de générer beaucoup d'assets de manière assez automatisée et puis le logiciel. Et moi j'aime beaucoup la philosophie du créateur de ce logiciel. Pour ceux justement qui sont solo créateurs et avec peu de budget, il y a déjà une version testable qui n'a pas de limite et qui permet de travailler avec en full. Et puis derrière, il coûte 200 € en ad vitam alors que bon, les autres logiciels sont vraiment significativement plus chers. Donc ça c'est vraiment un bon basique. J'ajoute en plus de ça, moi, SoundForge pour travailler du son solo, parce que en fait, ce que te permet Reaper, c'est plutôt de faire du mélange de sons et de travailler en couche. SoundForge, il va te mettre face à un son en soi, et tu vas pouvoir justement travailler ce son-là en particulier. Donc c'est un peu un petit laboratoire de son. Déjà pour travailler les voix et faire beaucoup de voix, c'est très pratique. Et puis derrière, ça te permet aussi d'avoir une relation au son solo. Je sais que moi, quand j'étais en Chine, on faisait tous nos sons de UI sur SoundForge parce que c'était les méthodes là-bas et j'ai beaucoup appris sur ce logiciel et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Voilà. Et puis après, de toute façon, chacun va prêcher un peu pour son école. Donc là, moi, je te donne ma manière de faire. C'est chacun son truc. Je vais pas rentrer après dans les plugins ou les choses comme ça. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à venir me pinguer sur le forum. Je me ferai un plaisir de partager un peu tout ça. Puis après, côté hardware, c'est pareil. Moi, j'ai un petit set de micros parce que quand même, donc on a des cabines et un studio là pour le coup qui est équipé, mais c'est des micros pro, donc on est sur des choses assez onéreuses et voilà. Mais ça, c'est lié à nos obligations de production. Après, moi, je pense qu'il y a des micros qui commencent aux alentours. Si, en fait, le couteau suisse super, c'est les zooms. Voilà, donc ça c'est pour un solo créateur qui a envie de faire un peu de captation et d'utiliser du son, s'acheter un zoom H6 si possible avec les micros de base, on fait déjà énormément de choses avec ça et ça reste dans un budget possible, voilà, par exemple. Super. Rebondissons donc sur les dernières parties. Donc deux cibles face à toi, on va commencer par la première. Donc ces fameux solo créateurs ou micro créateurs. Moi, je les appelle maintenant les underground. J'ai élargi un peu le cercle parce qu'il y a beaucoup plus de viewers et de gens qui viennent dans la commu et qui appartiennent à ça. Donc, ce que je vais catégoriser comme ça, c'est tout ce qui est pas du mainstream, tu vois, tout ce qui est pas vraiment dans la structure classique, dans les schémas classiques. Tous les gens qui sont ou solo ou micro créateurs, donc qui sont 2-3, tu vois, ils lancent un projet ou même un peu plus, mais qui sont vraiment dans de l'underground, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller sur des thématiques classiques, etc. Souvent, ces gens, ils sont un peu en décalé, mais tu le disais très justement tout à l'heure. Moi, je le montre toutes les semaines, tu vois, sur la chaîne, mais on est un peu dans une crise, mais on est un peu dans la crise des gros, en fait, tu vois. Parce que si tu regardes tout le jeu vidéo, tout le monde joue toujours. Donc voilà, ils ont juste décalé et déplacé un peu peut-être leur intention. Donc cette partie en fait du jeu vidéo, elle explose. C'est vrai que les chiffres aussi qu'on nous montre, c'est des chiffres qui viennent des industries, tu vois. Mais aujourd'hui, personne n'est capable de scanner Itch.io, tu vois, ou GameJolt, ou Steam, vraiment en profondeur. Donc en fait, les chiffres qu'on a, c'est des chiffres officiels, des sociétés qui pèsent je sais pas combien. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a cette grosse communauté. Donc ça, c'est la première cible. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour ces gens-là? Donc, ils sont dans le schéma suivant. Ils ont une compétence qui est pas le son, tu vois. Ils fabriquent un jeu. Ils essayent de compléter les compétences qu'ils ont pas comme ils peuvent. Comment ils
qu'est-ce que tu leur conseillerais pour compléter le son? Quel serait le bon conseil? Est-ce qu'ils doivent vraiment s'attacher au son de manière importante? Est-ce qu'avec les fameuses bases de données que tu disais tout à l'heure, il y en a plein, hein. Moi, souvent, j'utilise Pixabay, tu vois. Mhm. T'as plein de petits sons dedans que tu trouves, que t'as pas besoin de te prendre la tête. C'est gratuit, en plus, pour la majeure partie. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens? De bien cerner leurs besoins, je pense. Parce que on va dire que assez souvent, ça dépend vraiment des projets et des jeux, parce qu'il y a on va pas traiter du tout de la même manière un puzzle narratif et un 4X, hein. Donc ça veut dire que là, je vais faire une règle générale, mais de quoi j'ai besoin? Est-ce que finalement j'ai besoin d'enrichir mon gameplay, de rendre mon jeu pas plus sharp, plus rapide, plus vif, ou alors est-ce que j'ai besoin de grossir ma narration, ou est-ce que j'ai besoin de rajouter une couche émotionnelle, etc. Et en fonction de ça, de se dire comment est-ce que je peux arriver à mon but. Moi, généralement, je pense qu'il faut essayer de traiter d'abord la question des voix et de la musique, parce que ça, l'apport narratif et émotionnel est monstrueux, et en général, c'est dommage de s'attacher à des considérations plus bas niveau, on va dire, sur du sound design et des choses qui vont avoir forcément un impact sur le joueur moins fort. Et il faut, à mon avis, se concentrer sur ce qui va vraiment rajouter ce qui va avoir la plus grosse valeur ajoutée. Et donc, ça veut dire qu'il faut d'abord se poser cette question-là de la voix et de la musique. Est-ce que j'ai besoin de voix? Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce que je me mets une voix narrateur, par exemple, qui commence à me raconter des choses au début de mon jeu parce que j'ai besoin justement de mettre du contexte? Est-ce que je fais parler mon héros principal? Comment est-ce que ça se passe tout ça? Voilà, et quels sont mes besoins autour de ça? Et puis les musiques, quand est-ce qu'elles interviennent et quand est-ce que j'ai besoin de musique et pour raconter quoi et pour induire quelle émotion chez le joueur? Ça, l'air de rien, c'est des questions qui sont vraiment fondamentales. Et moi, pour avoir échangé avec pas mal de créateurs, quand on est seul à l'intérieur justement de son idée, de temps en temps, on revient pas justement à cette échelle-là et on se met à traiter des questions qui sont très pointilleuses et qui vont avoir une valeur ajoutée sur le jeu de 1%, alors que finalement, la bonne musique, on va dire que c'est 30, quoi. Tu vois. Donc voilà. Donc d'abord, on traite ça. En dessous, c'est pas je fais pas une catégorisation par échelle d'importance, mais par échelle de facilité, enfin d'apport émotionnel par rapport à la facilité de travail, on va dire. Donc, voix musique, c'est vraiment très gros et c'est assez, ça reste facile à travailler, moi je trouve. Derrière, il y a peut-être les ambiances, et puis derrière, il y a tout l'aspect sound design. Alors évidemment, un jeu à mécanisme, il va avoir besoin de sound design pur, il va peut-être pas avoir besoin de musique, donc il n'y a pas de règle, mais voilà. Donc c'est de se poser les bonnes questions. Quel est mon besoin? Qu'est-ce que vraiment j'ai envie d'élargir et qu'est-ce que j'ai envie de raconter au niveau de la musique? Et finalement, déjà de se focus là-dessus et de se faire finalement une sorte de plan en essayant de prendre du recul vis-à-vis de son jeu et en se disant vraiment en fait mon besoin principal il est là et puis derrière de focus là-dessus. Une fois qu'on a ces règles du jeu, effectivement après c'est de se trouver les bons outils et là il y a plein de façons de faire comme tu le disais, du Pixabay. Je vais peut-être aussi il y a 2-3 banques qui sont payantes mais très peu chères et qui amènent des sons beaucoup plus de sons, être plus qualitatifs. Je pense par exemple à SoundSnap qui est vraiment un super truc. Il y a Soundly aussi en logiciel en interne. Puis après, on peut s'acheter des banques de sons. Enfin, on peut faire pas mal de trucs. Mais ça, déjà, dans des budgets assez restreints, on peut avoir beaucoup de sons. Il y a des banques de musique aussi. Alors après, je vais peut-être pas faire de la pub de trop non plus parce que moi, ce qu'il y a, c'est que j'utilise plein de choses et que Par contre, il faut pas hésiter à venir me demander aussi et je conseille avec plaisir sur des trucs. Mais il y a plein d'endroits où on peut effectivement trouver des choses qui permettent d'avoir des belles œuvres et de synchroniser de la vraie musique. Et puis voilà. Et il faut surtout pas hésiter à se connecter aussi, parce que en fait, si ce qu'on fait c'est valable, moi je sais que je travaille aussi sur des projets qui sont en pro bono parce qu'en fait ça me fait plaisir de bosser avec quelqu'un qui a une résonance artistique et humaine et que du coup on met l'argent de côté et on y va. Et du coup sur de la composition, pourquoi pas, il y a plein de voilà. Donc discuter, se développer un petit peu de choses à partir du moment où justement on a bien ciblé ses besoins, parce qu'en général c'est ça le problème, c'est qu'on arrive avec une idée trop vague et du coup on va pas vraiment intéresser les personnes parce qu'on va pas réussir à leur dire exactement ce dont on a besoin. Donc on cible et puis après on y va. J'ai besoin d'un main theme pour ça et parce que j'ai envie que ça soit bold, ok, ça va me prendre j'ai 3 minutes de musique à composer.
comment ça se passe et on en discute, quoi. Voilà. Ah, super. En tout cas, je suis très content que tu aies parlé de pro bono, tout ça, parce que c'est une chose que moi je dis souvent et je l'ai retrouvé dans le côté underground, tu vois. C'est-à-dire que dans le côté pro, alors encore une fois, allez, tranquille, hein, on n'est pas là pour cracher ou dans la soupe, comme on dit. Il n'y a pas de souci, on les adore les professionnels, on adore les grosses structures, on adore les gros chantiers. Mais c'est vrai que souvent il y a ce côté un peu compétitif, tu vois, entre les studios, etc. Et que dans l'underground, tu vois, souvent, bah, il y a un peu plus d'échanges, comme tu l'évoquais. Moi, j'aime bien aussi l'idée du 5 par 5, hein, c'est ma fameuse théorie. Mais t'es dev, et il y en a un autre qui est sound designer ou artiste, peu importe. Bah, moi, je te donne 5 heures, tu me donnes 5 heures, tu vois. Comme ça, il n'y a pas de notion d'argent, etc. Et tous ces petits mécanismes-là, bah, c'est vrai que même sur le Discord ou même dans tous les gens que j'ai pu voir ou que je côtoie moi, c'est vrai qu'on va le retrouver sur la scène un peu underground, tu vois, où les gens hésitent pas en fait, tu vois, à se dire tiens, t'as besoin d'un coup de pouce parce que t'arrives pas à finir ton jeu, bah je te le donne. Puis moi, si un jour je suis dans la merde, bah tu vas pouvoir m'aider. Et je pense que c'est important de resituer aussi que le jeu vidéo, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être aussi, tu vois, une entraide, etc., etc. Bon, deuxième cible. Donc là, on va parler des jeunes. Donc imagine là, t'as un jeune qui est en train de regarder la vidéo, il adore le son, il se dit moi je veux en faire mon métier, je veux être sound designer dans le jeu vidéo, je veux exactement aussi moi parcourir ça, finir directeur audio, etc. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, Bah, comme on le disait, en France, les études peuvent aider. Donc, il y a certaines écoles qui peuvent. En fait, c'est surtout en termes de réseau et puis en termes de premier job. Le problème, en fait, en ce moment qu'on a, c'est qu'en temps de crise, en temps d'arrivée d'IA, etc., la première expérience, elle est ultra dure à choper. Donc, ça veut dire qu'il faut, dans un premier temps, orienter ses efforts de telle manière à réussir à décrocher ça. Et l'air de rien, c'est quelque chose, par exemple, qui est très différent avec mon début de carrière à moi, où globalement, quand on arrivait et qu'on disait, moi, je cherche un stage, bah, ça intéressait les studios parce que ça leur faisait 6 mois de main-d'œuvre qui, finalement, allait pouvoir rendre des services d'un côté. Et puis là, on n'est plus trop dans ce concept et on est quand même dans un monde où il y a plus en plus de gens qui sont formés, qui sont poussés sur le marché du travail. Le travail se tarit, donc ça veut dire que dans un premier temps, il faut s'orienter là-dessus. Faut pas perdre espoir, il y a toujours du travail, il faut réussir justement à confirmer cette première expérience. Donc voilà, faut orienter ça. Donc les écoles peuvent aider. Le fait en fait, de bosser. Moi, il y a pas mal de gens malgré tout qui viennent en me disant putain c'est compliqué de trouver, etc. Et quand on creuse un peu, en fait on s'aperçoit que en dehors d'un peu de recherche et de choses comme ça, on est assez passif, alors que faut aller dans des game jams, faut rencontrer du monde, faut se bouger, faut devenir expert, faut avoir un axe aussi, parce qu'en général, une personne qui arrive et qui dit moi en fait je suis spécialiste, alors, je fais du son de tout, etc. Mais je me suis vraiment spécialisé en la musique interactive sur Unreal et regarde ce que j'ai sorti. Et là tu te mets un casque et tu vois qu'il y a tout un truc que le mec il a fait. Bah oui, effectivement. Il y a des chances pour que ça le pousse plus loin que son voisin qui est oisif dans sa recherche. Donc voilà, ce que je dirais, c'est ça va pas être gratuit, mais globalement, il faut que t'ailles là où tu te sens d'aller, technique, créa, etc., et que tu creuses au maximum. Une école aide, reste un passage qui n'est pas forcément obligatoire, mais ça aide, parce qu'il faut quand même arriver avec des skills maintenant et pouvoir proposer au studio d'être assez opérationnel sur certaines choses. Et puis voilà, et puis après, sur le déroulé de carrière, moi je pense qu'une fois qu'on a franchi la première étape et qu'on a cette première expérience, on construit sa carrière de manière un peu organique. C'est dur de se dessiner ça en intégralité, quoi. Très bien. Mais justement, je m'interrogeais s'il y a vraiment des parcours sound design dans les écoles. Et la semaine prochaine, je reçois le directeur de Lejmin en interview. Donc, je vais le noter cette question, voir s'il y a une partie sound design. Parce que c'est vrai que souvent, on voit dans les écoles de jeux vidéo plein, tous les métiers, mais j'ai pas souvenir que j'ai vu vraiment une formation spécialisée sound design. Ce serait intéressant. Il y a des formations sound design. Des formations. Ouais. Ok. Parfait. Oui, bon. Pas mal de voies différentes et des dédiées aux jeux vidéo. Ouais. Tout à fait. Cool. Super. Bon, on va faire la dernière partie avant le mot de la fin. Donc la dernière partie, c'est est-ce que toi, tu as des Madeleine de Proust? Est-ce que tu as des rêves ultimes? Est-ce que tu as, tu vois, je sais pas, des films ultimes où tu dis tiens, ça pour moi, ça a toujours été une grosse référence ou un modèle pur en termes de son, de sound design,
ou tel jeu, pour moi, c'est lui à chaque fois que je mettrais dans la catégorie le sound design, c'est ça. Est-ce que tu as des petites choses comme ça, ou est-ce que tu es complètement ouvert, éclectique, et si t'en as, bah, donne-les-nous. Bah, c'est un peu ce que je te disais, je picore beaucoup, moi, et je suis vraiment quelqu'un qui, je vis beaucoup, je vis fort les choses et très passionnément, et ça veut dire que je peux être vraiment avalé par une œuvre et ressentir des grosses émotions, et en même temps, je m'attache pas forcément à une chose. C'est pour ça qu'encore une fois, mon temps d'écran sur des jeux, je vais pas être celui qui va effectivement bloquer les compteurs à 99 heures assez régulièrement. Je peux te citer beaucoup de refs et beaucoup de choses. Tu vois, là, je sais pas, mais hier, on s'est retrouvé avec un pote à se faire les Indes galantes de Rameau, qui est un compositeur baroque qui a composé. Voilà, là, il y a une orchestration qui a été faite par Radio France dernièrement, qui est juste formidable. Et moi, ça, tu me mets ça à fond sur des enceintes, je décolle. Au même titre que, j'en sais rien, la soundtrack de The Last of Us 2, je ne m'en lasse pas et je me la mets régulièrement, et tout le travail de toute façon de ce compositeur, je le trouve fou. Je suis un amoureux de cinéma, donc j'arrête pas de regarder des films. Un peu moins au cinéma, hélas, en ce moment, parce que, bah, comme tu le disais, vite papa, on fait des choix dans les sorties et dans la manière dont on avance son temps, mais je regarde beaucoup de choses. Voilà, et puis après, en termes d'inspi jeux vidéo, comme je te disais, là en ce moment, je suis dans une période où je vais beaucoup creuser Enfin, c'est la narration en fait qui m'intéresse beaucoup. Donc des jeux avec de la narration, et comment est-ce qu'on crée une narration et comment est-ce qu'on crée une narration audio. Par exemple, tiens, il y a un jeu que je trouve assez intéressant et un peu ovniesque, As Dusk Fall, qui est sorti, ça doit faire au moins 2 ans maintenant, mais c'est des ersatz de Quantic Dream qui ont sorti ce jeu. C'est quasiment de la nouvelle radiophonique au niveau de l'audio, c'est-à-dire que c'est un jeu où je crois qu'ils ont leur postulat de base, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait un jeu narratif sans passer par des sessions de mocap, parce que la mocap ça coûte très cher. Donc ils ont décidé de mettre une sorte de posing, c'est-à-dire que c'est comme des photos un peu, voilà, qu'on déroule, et de construire leur narra visuel autour de ça, et de mettre une narra sonore qui va, elle, être quasiment de l'ordre de la nouvelle radio, avec énormément de détails, et c'est le son qui fait beaucoup avancer l'image. Ça, c'est super malin et c'est vachement intéressant à découvrir, par exemple. Et moi, il y a des séquences d'action où je me suis dit, en termes de groove et de sensations, on se retrouve quasiment comme dans de l'image, quoi. Ça marche très bien. Et j'aime beaucoup découvrir ce genre de choses, c'est-à-dire comment est-ce que on peut inventer des nouvelles formes narratives, et comment est-ce que, bah, évidemment, du coup, le son peut être mis au service de ça. Voilà. Donc, c'est ça à peu près. Ok, en plus, ils ont reçu plein de prix, ils ont été primés de fou. Voilà, donc c'est un super jeu, et en fait, ils ont vraiment cassé les codes, donc super référence. Ok, bah écoute, moi je vais te remercier. Après, je te laisserai le mot de la fin, hein, donc tu dis ce que tu veux sur ce que tu veux, etc. Donc bah merci à toi d'avoir participé à ce talk. C'était super sympa, super cool. N'hésitez pas, pour ceux qui sont sur le Discord ou qui veulent rejoindre le Discord, tous les liens sont sur la chaîne. Il est disponible, il l'a dit lui-même, j'ai pas eu besoin de lui demander. Ouais, Comme d'habitude, voilà. Donc comme d'habitude, les Under, c'est des gens assez cool, assez timides, hein, un petit peu shy, donc il y a pas de souci, donc pas de harcèlement. Toutes les NDA, on les respecte, donc on pose pas de questions sur des jeux en cours ou quoi que ce soit. Mais voilà, il se fera un plaisir, éventuellement, si vous nous contactez, d'échanger avec vous sur le Discord et sur la commu. Pour tous les autres, la prochaine fois, l'interview, c'est le directeur de l'ELMIN. On parlera IA, parce qu'il a une chaire et un doctorat en IA. Donc ça va être ultra intéressant, essayer de rebondir, je dirais, là-dessus. Et puis bah abonnez-vous, likez. Merci à toi. Ok, donc je te laisse le mot de la fin. À toi. Bah, au mot de la fin, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de l'IA, autour de la crise, autour de pas mal de choses comme ça. Et on est dans une période de grands bouleversements, malgré tout, dans les industries créatives, avec plein de questions. Et moi, mon postulat, c'est que je pense que c'est une période qui doit du coup nous inviter à l'excellence. Donc ça veut dire que je pense qu'il faut tous qu'on soit à la hauteur de ce moment, et que ça ne nous décourage pas, que ça ne nous glace pas, et qu'au contraire, ça nous donne envie, d'aller de l'avant, de surtout pas se destituer de la créativité. C'est-à-dire que celle-là, on la laisse pas à l'IA, on est toujours justement ceux qui
fait, il faut qu'on décide, il faut qu'on impulse, il faut qu'on soit créatif, géniaux et qu'on décoiffe et ça se passe à l'échelle collective. Ça veut dire que moi, je ne suis heureux que quand je suis entouré de gens qui n'arrêtent pas de me donner des nouveaux concepts avec lesquels jouer et bah, moi, je vais arriver en ping-pong là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que notre société devienne morose vis-à-vis de tout ça et c'est au contraire une grande invitation à ce que ça nous donne envie de turbiner encore plus, envie de s'approprier ces outils, mais pas de tomber amoureux complètement dedans, ni en léthargie, et voilà, et d'aller de l'avant, parce que je pense que 2025, il y a plein de challenges à relever, et il faut se relever les manches. En tout cas, c'est ce que ça me donne envie de faire. Voilà. Super. Merci. Ciao à tous. Au revoir.